Bonjour Alexei Greenbaum. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez chez Destlet Breuer Les robots et le mal. Alors vous êtes un spécialiste de la mécanique quantique, chercheur et enseignant. Vous travaillez beaucoup sur les questions éthiques liées aux nouvelles technologies et sur la responsabilité du chercheur. En deux mots, on peut vous présenter comme un physicien-chercheur, un physicien-philosophe? Physicien-philosophe, voilà, j'ai deux casquettes universitaires, je mène deux vies parallèles. Pourquoi le physicien-philosophe, justement, que vous êtes, s'intéresse-t-il à la morale des robots ? Parce qu'aujourd'hui, l'interaction avec les systèmes autonomes, avec les logiciels, est omniprésente dans notre vie. Nous sommes tous des utilisateurs. Alors, ces objets, pour quelqu'un qui ne connaît pas le code, qui n'est pas un programmeur, sont des objets un peu magiques. On accède aux interfaces, on peut toucher un écran, mais on ne sait pas ce qui est derrière. Et donc, ces questions d'interaction avec ces systèmes sont importantes parce que tout le monde interagit avec les logiciels et avec l'intelligence artificielle. Donc, pour la vie de la société, ces questions sont fondamentales. Et pourquoi dans ce cadre-là, la question du mal ou de la malveillance se pose-t-elle ? Alors, écoutez, cette question n'est pas unique juste à l'intelligence artificielle ou aux robots. Cette question est universelle pour toutes les technologies. Évidemment, on fait créer de nouvelles technologies pour que cela nous permette de faire quelque chose un peu mieux. Elles sont utiles pour l'homme. Mais elles ne sont pas seulement utiles. On a fait la voiture, l'automobile, on n'avait pas prévu à l'époque les embouteillages routiers. Alors, avec l'électricité, on n'avait pas prévu qu'aujourd'hui au Venezuela, les gens dans les hôpitaux puissent mourir au moment où on coupe l'électricité. Donc vous voyez, il est complètement illusoire de penser que les technologies, c'est seulement pour le bien ou seulement pour l'utilité. Ouais. Il y aura des conflits. C'est inévitable. Et il faut d'ores et déjà penser à ces futurs conflits. Ouais. Alors, quand un véhicule, vous avez parlé de voiture, d'automobile, quand un véhicule autonome, par exemple, fabriqué par la société Uber, comme ça s'est passé en Arizona, ce véhicule a tué une femme. Dans ce cas-là, qui est responsable de l'accident? C'est une question qui se pose. C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, après cet accident, on n'a pas eu la réponse. Parce que Uber a tout fait pour que ce cas n'aille pas jusqu'au tribunal. La responsabilité sera sans doute partagée entre le producteur, entre le programmeur, entre celui qui a sélectionné les données pour l'apprentissage. C'est une nouvelle fonction qu'on peut appeler entraîneur, celui qui sélectionne les données avec tous les biais qui sont dedans. Et donc, cette responsabilité partagée, elle est très, très complexe. Et parce qu'une machine, elle ne peut pas être jugée en correctionnel. Non. Alors, une machine elle-même n'est pas un sujet de droit. Et ça, il faut être très clair là-dessus. C'est une machine qui est individualisée. Elle n'est pas comme les autres, d'accord, parce que sa mémoire n'est pas comme les autres. Mais ça ne fait pas d'elle une personne. Ça n'est pas un sujet de droit. Une machine ne sera jamais un sujet de droit ? Je ne le crois pas, parce que pour moi, l'éthique et le droit est une affaire des hommes, est une affaire humaine. Ouais. Mais par exemple, pour revenir à la notion de malveillant ou de mal, si un robot vous casse le bras, par exemple, il ne sait pas qu'il vous fait mal. Justement, le robot ne comprend pas. Il n'a pas la même appréhension qu'un humain. Donc, il peut utiliser les mots bien et mal, mais il ne comprend pas ce que c'est que le bien et le mal, quel est le sens, la signification de ces mots. Et donc, on ne peut pas dire que le robot est responsable, parce que bon, le robot ne choisit pas cette finalité de faire du mal à quelqu'un. De là, la question se pose, qui est responsable? Comment est-ce qu'on peut analyser cette responsabilité? Et c'est ce que j'essaie de faire dans le livre. Ouais. Comment soustraire les robots, justement, à la justice des hommes? Alors, justement, pour que le robot, ou globalement un système autonome, système autonome et apprenant, ne soit pas considéré comme une personne, comme un sujet moral. Parce que nous avons spontanément cette tendance de penser, oui, bien sûr qu'on va casser la voiture autonome si elle fait un accident parce que c'est elle qui est responsable. Mais non. Alors, comment la soustraire à ce champ des agents moraux? Et moi, je pense que, et c'est l'argument même central dans mon livre, je pense que c'est l'utilisation du hasard, du tirage au sort, qui permet, dans le cas d'un conflit avéré, faut-il qu'il soit avéré et détecté, de soustraire la machine à ce champ de la morale humaine. Mais comment le hasard ou le tirage au sort, comme vous venez de dire, intervient dans ce jugement humain?
Alors, je vais prendre un exemple. On a parlé tout à l'heure de Chelsea Manning, donc des questions de genre, forcément, parce qu'on sait qu'elle a changé de sexe. Donc, cette personne transsexuelle, la question de genre se pose aussi pour les agents conversationnels. Pour, par exemple, les logiciels qui écrivent pour vous quelques phrases, qui vous répondent en écrivant du texte. Et donc, une grande société informatique, il y a quelques mois, a dû désactiver la fonction d'utilisation des pronoms personnels dans les chatbots, les agents conversationnels qu'elle fabrique. Alors, pourquoi désactiver cette fonction? Parce que parfois, le pronom il ou elle ne sortait pas correctement. Ingénieur, c'était elle et pas il, etc. Et donc, ils ont complètement supprimé cette fonction. Ils ont fait un logiciel inhumain. Donc, pour moi, si le conflit est détecté, ce logiciel devrait tirer au hasard un pronom, informer l'utilisateur pour ne pas justement devenir un agent qui fait ce choix éthiquement lourd de tel ou tel genre ou de tel ou tel pronom genré. Alors on vient de voir sur la couverture de votre livre, c'est dommage qu'on ne la voit plus, il y avait un bandeau, voilà, ne diabolisons pas les machines. Qu'est-ce que le diable vient faire là-dedans? Écoutez, les technologies sont nouvelles. On n'a jamais vu tout ce qu'on peut faire avec nos smartphones aujourd'hui, c'est nouveau. Mais où peut-on trouver de l'éthique nouvelle pour ces technologies nouvelles? Moi, je ne crois absolument pas en cette éthique nouvelle, inouïe, inédite. Je ne sais pas où on peut la trouver. Donc, pour moi, il est essentiel de remettre ces contextes technologiquement nouveaux dans la continuité de l'histoire humaine et de la pensée morale. Donc de la mythologie. Et donc de la mythologie et des légendes. Alors, les mythes et les légendes sont fondamentalement liés aux religions, pourquoi pas, mais ce n'est pas du tout une question de la foi religieuse, c'est vraiment la question des récits fondamentaux qui forment le socle de notre civilisation. Et donc, un individu fonctionnel, celui qui ne se promène pas librement, mais qui fait toujours quelque chose, qui est là afin de faire quelque chose, c'est pas seulement notre smartphone, mais ce sont aussi les anges et les démons des mythes qui sont des individus fonctionnels. Alors, ce que j'essaie de faire, j'essaie d'apprendre comment fonctionne l'éthique de ces individus fonctionnels dans les mythes et de voir si on peut appliquer ça aux machines d'aujourd'hui. Et on peut? Et je crois, oui. Oui. Et alors le diable, le rôle du diable? Alors, le rôle du diable, par exemple, prenons la scène dans les évangiles, la scène juste avant l'entrée de Jérusalem. Ouais. Jésus, avec les apôtres, ils sont en train de manger. Et puis Jésus prend du pain, du vin, il donne à Judas. Et à ce moment-là, dit le texte de Matthieu, Satan entre en lui. Alors, Jésus lui dit... Fais ce que tu fais, alors fais-le promptement. Judas se lève et sort. Jean dit, personne n'a compris quoi que ce soit dans cette histoire. Que veut dire cette phrase? Satan est entré en lui. Quelle est la signification? Donc ce qui s'est passé, c'est que pour Jésus, pour Jean, pour ceux qui comprenaient ce qui s'est passé, Judas est devenu un agent fonctionnel avec cette fonction de trahir et non plus un homme libre. Et donc, Satan, c'est un de ces anges de l'ancienne mythologie, donc le grand démon du Nouveau Testament. Ce Satan est un individu fonctionnel qui, pour nous, est très important pour penser le rapport des individus fonctionnels au mal. Ce rapport est même incarné dans cette figure. Et comment est-ce qu'on glisse de ça aux machines numériques? Voilà. Donc les machines qui sont des individus fonctionnels, qui ne se promènent pas librement, qui sont là pour faire quelque chose, comme les démons et comme les anges. Quel est leur rapport au mal? Alors il est impératif dans ce cas-là de penser la figure de Satan. D'accord. Alors vous dites un truc très intéressant, parmi d'autres, beaucoup de choses intéressantes. Vous dites l'historien et théologien français Jacques Ellul, il est décédé il y a une vingtaine d'années, disait que si Marx avait vécu au XXe siècle, il se serait intéressé à la technique et pas à l'économie. Oui. Ça reste plus vrai que jamais, j'imagine, aujourd'hui. Complètement. Je pense qu'il y a une nouvelle structuration de la société, pas seulement entre les classes des pauvres, des riches, etc. Bon, ça reste, d'accord, mais aussi entre les utilisateurs et les initiés, les programmeurs. Nous sommes tous, dans certains cas, des utilisateurs, et puis certains, parfois, sont des experts. De l'autre côté de cette division fondamentale de la société, autour de cette division, il y a des conflits, il y a de la politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour penser la politique, il faut s'y intéresser. C'est une question importante parce que où sont les politiques? Est-ce qu'ils sont utilisateurs ou experts? Est-ce qu'ils ont l'expertise, justement? Est-ce que, justement, c'est un enjeu démocratique? Est-ce que les politiques
devraient pas s'intéresser beaucoup plus à l'intelligence artificielle? Alors, les politiques, ceux qui sont au Parlement ou qui occupent des fonctions, qui sont dans les partis politiques, sont des utilisateurs, bien sûr. Mais c'est pas, le pouvoir n'appartient pas qu'à eux. Le pouvoir appartient aussi... Mais c'est eux qui font les lois. Oui, les lois, oui. Mais est-ce que Facebook, est-ce que les GAFA nous font des normes? Peut-être pas des lois au sens de la République, mais des normes. Bien sûr que si. Oui. Et donc, c'est aussi un enjeu politique. Ces normes qui émergent de l'utilisation des logiciels, de l'utilisation des algorithmes, ces normes sont tout aussi importantes que les normes qui viennent des lois. Et on le voit ces dernières années avec tout ce qui se passe autour des fake news, par exemple. Ouais. Et donc, cette normativité, elle est aussi d'origine politique. Ouais. Alors, pourquoi le philosophe que vous êtes s'intéresse aussi, vous l'avez déjà en partie répondu, mais au smartphone? Vous n'êtes pas ingénieur pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que vous voulez étudier votre smartphone? Parce que c'est un objet ubiquitaire, omniprésent. On a presque tous un smartphone. Ouais. Et alors, du moment où nous avons un smartphone, nous nous mettons dans un rapport à un objet magique, avec un objet magique. Pourquoi magique? Parce que nous connaissons que l'interface, il faut toucher là, donc faire une petite entrée là, et puis ça va sortir là, hop, voilà, quelque chose sort. Mais comment ça se passe à l'intérieur? L'utilisateur ne le sait pas. Et du coup, le monde est devenu un monde magique, beaucoup plus qu'au 19e siècle aujourd'hui, parce que tout un chacun, au quotidien, se met dans un rapport avec un objet magique. Et donc, il est impératif de penser ce rapport à la manière dont le rapport au secret, à ce mystère, structure aujourd'hui le monde. Voilà, il y a beaucoup d'autres notions dans votre livre. Et on aurait pu parler de l'algorithme transparent. On n'aura pas le temps. La valeur éthique, la valeur morale du hasard dans la conception des algorithmes. Vous avez fait allusion à ça. Et puis, pour éviter que la machine endosse la responsabilité de ce qui lui arrive. Tout ça, ça se trouve dans ce livre très, très riche. Donc, Les robots et le mal. C'est aux éditions Destlé de Breuer. Merci, Alexei Greenbaum, d'être venu en parler dans le 64 minutes et d'avoir rendu ça compréhensible. Merci beaucoup.